Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder cette émission le dimanche soir, 20h30, et à la regarder à nouveau le samedi matin, et surtout à la visionner sur YouTube. Je voudrais, et je m'associe à Mike pour vous remercier. Mike, ça va? Ça va, Eddie. Bien, et vous? C'est une bonne nouvelle. Que vous soyez là à nouveau, ça me rassure. On a réussi le tour de force d'accueillir dans cette émission l'un des rares tenants de la féminité de la fonction, Madame le maire. Bonsoir plutôt, et bienvenue dans cette émission. Bonsoir M. Marajo, bonsoir M. Higas. Bonsoir, Madame Marie-Thérèse Casimirius, pour ceux qui ont loupé les épisodes précédents, et la maire de Basse-Pointe, une commune éminente du Nord-Atlantique. Je me permets de dire éminente parce que je viens de la même région, comme vous le savez, et nous sommes très fiers de ce terroir. Et nous serions très fiers d'accueillir Mike Hirasque s'il veut bien venir. Oui, je défends les couleurs du centre, mais j'accepte l'invitation avec plaisir. Vous êtes le bienvenu sur nos terres. Sur vos terres. Madame Casimirius, d'abord félicitations, puisqu'on n'a pas eu l'occasion de se voir depuis votre réélection. Merci beaucoup. Merci. Il paraît que vous n'irez même pas au municipal de 2020, que ça ne sert à rien, que de toute façon... Ah non, je crois que je serai contrainte et forcée en 2020. Ah, voilà. Eh bien, voilà comment on a une information, le scoop de la nouvelle candidature de Madame Casimirius à la municipalité de Basse-Pointe. Alors, on a envie de vous embêter tout de suite. Mike et moi, on s'est mis un peu d'accord sur le tempo de l'émission. Vous avez une histoire à nous raconter quand même. Parce que les gens n'ont strictement rien compris à ce qui s'est passé. Vous êtes élu plutôt brillamment en 2014. Vous faites d'ailleurs un score largement supérieur à ce que la gauche traditionnellement faisait dans une commune qui restait très très longtemps à droite. Vous êtes parmi les leaders qui ont le mieux tenu au moment de l'échec de 2015. D'ailleurs, le Nord a voté majoritairement pour Serge Letchimy, je dirais un peu grâce aux implantations des élus du Nord. Et puis, on apprend qu'au sein de votre conseil municipal, il y a des gens qui ne supportent plus la cohabitation avec vous. Mais je me suis laissé dire que tout ça, en fait, avait pris naissance dès votre arrivée, parce que on se dit que vous n'êtes pas du tout tendre ni souple vis-à-vis d'un certain nombre de manquements aux règles. Alors, est-ce que c'est lié, cette volonté d'aplanir les choses, de rendre les choses plus correctes, plus légales, etc., avec ce qui s'est passé après sur le plan politique? Alors, je dois dire, cela vient simplement du fait que je suis très attaché au respect des procédures. Dès lors qu'il m'appartient de gérer les finances publiques, on n'a pas le droit de faire tout et n'importe quoi. Et par conséquent, c'est là qu'on voit le problème de maturité politique. Vous savez que ça m'a valu un tour relativement long sur les réseaux sociaux, le fait de vouloir, comme vous, un tout petit peu dénoncer les manquements. Est-ce que c'est le même type de manquement que vous avez pu constater quand vous êtes arrivé? Absolument, beaucoup de manquements, et je m'interroge sur beaucoup de choses. Je m'interroge en termes d'efficacité, oui. sur cette, je dirais, une espèce de laxisme par rapport à des points de contrôle qui normalement devraient exister pour ne pas permettre tout et n'importe quoi. Je vais vous donner un exemple. J'étais assez étonné en simplement regardant les chiffres, parce que malheureusement, j'ai une formation, j'ai fait l'école supérieure de commerce, une formation de gestion. Je me rends compte que le poids des amortissements était anormalement élevé, puisque nous avions un rapport d'audit, mais je suis cohérente, nous avions un rapport d'audit qui a clairement stipulé que tout le patrimoine communal était laissé à l'abandon. Donc par conséquent, on ne devait pas avoir des amortissements aussi élevés. Oui. Et en fouillant, je découvre, parce qu'il me faut comprendre au moins la raison et ne pas mettre des chiffres en plus à communiquer donc, au contrôle de légalité, qu'il y a eu l'achat d'un poste à souder à raison de 132 000 €.
Ça fait beaucoup de postes à souder, tout ça. Ah, absolument. Ils soudaient quoi? Ils soudaient la Martinique à la Je me Guadeloupe? rends compte que ce poste à souder n'a jamais existé. Donc, à ce moment-là, je commence à aller en me disant, bon, il faut quand même que... Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous ne sommes que 2 femmes. Enfin, il y a eu 3 avec le monde vert. Mais je me dis qu'il faut que la femme donne une image positive de sa manière de gérer. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Alors, peut-être que ça peut, pour certains, on a peut-être l'impression, moi en tout cas, j'ai l'impression des fois d'aller à contre-courant. Mais c'est bien ça qui vous a coûté votre tranquillité en tant que mère. Oui, parce que le problème, c'est que pendant... Alors, vous avez dit tout à l'heure que cette commune a été gérée pendant des décennies, 49 ans plus exactement, par la droite. Mais je veux quand même rappeler que Basse-Pointe, c'est quand même une... Je dis que c'est une terre c'est le berceau des luttes ouvrières, de ce que l'histoire a noté. Et par conséquent... C'est vrai qu'avant la droite, il y avait quand même des maires... Absolument. Fondateur de la gauche. Voilà, il y a eu Albert Crétinois, il y a eu Sévère Serlan, Des communistes purs et durs. Émile Ramet, qui ont, dans leur gestion, ont été quand même des personnes assez correctes. Ils ont toujours pris soin de placer justement l'humain, et notamment le travailleur, au centre de leurs préoccupations, et notamment Albert Crétinois. Question de Mike Eresque. Alors tout d'abord, veuillez excuser ma voix puisque cette satanée brume de sable est passée par là. Alors Madame Casimirius, deux interrogations très rapidement. Est-ce que vous confirmez que cette petite vague de démission au sein de votre conseil municipal, le conseil municipal issu des urnes en 2014, était, je vous cite de mémoire, je crois, téléguidée? D'autre part, est-ce que les tensions avant et pendant la campagne des municipales partielles de mars dernier se sont aujourd'hui véritablement apaisées, ou alors est-ce qu'elles sont juste en suspens? Je pense qu'il y a une nouvelle équipe municipale qui a parfaitement bien compris. Parce que le problème qu'on a beaucoup évoqué en Martinique, c'est le problème que rencontrent tous les maires. Vous avez entre l'orientation première, c'est-à-dire que nous avons l'impression que nous sommes dans une vision partagée par rapport à un projet de politique communale, et on se rend compte souvent que, parce que ce qui était dit par ceux qui étaient les démissionnaires, c'était de me dire, mais ça a toujours existé avant, c'était en fait une résurgence du passé. Alors, très clairement... Qu'est-ce qui a toujours existé avant? Voilà. Alors, un certain nombre de pratiques, pour ne rien vous cacher, il y a un élu, un adjoint de surcroît, donc c'est quand même quelqu'un qui avait une autre responsabilité, une délégation, qui a donné à planter des terrains qui appartiennent à la commune. Or, il se trouve que ça faisait donc livrer à la fin des récoltes des légumes et autres. Et je l'ai donc interpellé en lui disant, mais tu n'as pas le droit, ça s'appelle de l'enrichissement personnel. Et c'est même des détournements de fonds. Il valait mieux qu'il y ait un contrat avec cet agriculteur et, par le biais de ce contrat, lui demander, lorsqu'il aura récolté, d'aller remettre le produit de sa récolte, enfin la part qui revient à la commune, à la caisse des écoles pour pouvoir nourrir nos enfants. Voilà, M. Irask et M. Marajou, d'où sont partis. Ah oui, mais ça s'est toujours fait. Tu parles de... On me dit, ah ouais, tu parles de... Ah oui, etc. Tu vas être mis en examen. Je dis oui, parce que c'est moi qui porte la lourde responsabilité. Et par conséquent, je ne peux pas accepter ce genre de choses. C'est simplement ça. C'est-à-dire, en fait... Ce qui se passait à Basse-Pointe, que les gens m'y connaissent, c'est qu'il y avait un certain nombre de pratiques par un petit groupe de personnes et la population estimait que c'était seulement un petit groupe qui profitait. Et on a simplement voulu, en fait, moi j'ai été un peu gougée dans cette affaire, parce que moi j'affichais un véritable projet de politique communale, alors que les autres qui semblaient dire adhérer, en fait étaient animés d'une seule volonté, c'est de se retrouver à la place de ceux qui profitaient avant. C'est aussi simple que ça. Mais c'est terrible ce que vous êtes en train de nous décrire. C'est la stricte vérité. Alors moi, évidemment, vous nous connaissez, il n'y a pas de langue de bois dans cette émission, et puis vous avez vu son titre. Ça veut dire en clair que c'est du détournement de fonds publics, c'est du vol en fait. C'est du vol, derrière il y a probablement de la corruption, parce que si les gens ne parlent pas ou ne dénoncent pas, c'est qu'ils en profitent, en tout cas ceux qui en profitent. Est-ce que ces pratiques, selon vous, sont le fait de quelques communes où
il semble, en tout cas nous, on a ce sentiment que c'est relativement répandu. Alors, je ne peux pas, je peux vous parler de sa situation de Basse-Pointe, parce que c'est un peu la même situation que je vis. Mais je me dis qu'il y a effectivement une espèce d'omerta, de loi du silence, parce que il faut savoir que les gens ont connu tellement, il y a eu tellement d'atteintes au droit d'expression que les gens ont peur. Les gens ont peur. Les gens ont peur de parler, surtout lorsqu'on est investi d'un pouvoir. Et pour illustrer par mon propos, je suis actuellement aux prises avec les services de l'État dans une affaire où, en fait, moi, ce que je veux dire à monsieur le recteur au service de l'État, beaucoup de marins sont morts au pôle Nord parce qu'ils se sont cantonnés simplement à ce que j'appelle la partie visible de l'iceberg. Je dis qu'il faut faire extrêmement attention. Parce qu'en fait, je suis... Alors, expliquez-nous cette affaire. Il y a eu donc le cyclone Maria qui a porté atteinte, comme dans toutes les communes de Martinique, dans toute la Martinique, atteinte à la crèche municipale qui est dans un état pitoyable. D'ailleurs, je m'appuie sur un rapport du BRGM qui avait été diligenté, soutenu, appuyé par monsieur le préfet, que je remercie, monsieur Roubine, et on a détecté un énorme trou, parce que c'est une crèche qui a un âge certain, et par conséquent, il y a un énorme trou qui met à mal la sécurité des enfants. Donc le BRGM, dans son rapport, nous a demandé, nous a intimé l'ordre pour la sécurité des enfants et du personnel de la fermer. Dans un premier temps, on m'avait demandé de fermer cette crèche et de licencier le personnel. Je ne peux pas licencier le personnel parce qu'au service de l'État, je pose la question de l'emploi en milieu rural. Nous avons, par mon domaine d'expertise, essayé d'assurer sur le bassin du Nord la reconversion de travailleurs ruraux. C'est extrêmement difficile. Ce sont des gens que vous retrouvez dans 5 ans à percevoir le RSA. Nous avons donc pris l'option de garder le personnel. Nous sommes simplement attachés à ne pas renouveler les contrats des contractuels parce qu'ils relèvent de l'article L351-12 du Code du travail. Donc, ils peuvent prétendre au moins à minima une couverture, enfin au moins au versement des allocations chômage. Et on s'était dit que ça pourrait aller très très vite. Nous avons été vraiment très aidés par le conseiller exécutif Francis Carole dans cette affaire, qui a bien compris l'enjeu. Donc le médecin de la PMI a recommandé, nous lui avons proposé 5 sites et a retenu 2 sites, la maison pour tous de Desmar et les salles vides de l'école maternelle de Tapis-Vert. Il se trouve que la maison pour tous de Desmar a eu un aménagement, ça y est, pour les tout petits. Et pour l'école maternelle, les salles vides de l'école de Tapis-Vert, on a préconisé des grands de la section des grands de la crèche, ce qui constitue une mesure transitoire, puisque ces enfants seront donc scolarisés en maternelle l'année d'après. On aurait même pu, si monsieur le recteur avait souhaité, mettre en place, comme le prévoit la réglementation, une classe passerelle. On s'est retrouvés face à un mouvement de grogne, pas de crèche à l'intérieur de l'école, parce que certains ont décidé de faire de l'école leur propriété personnelle, notamment une ancienne adjointe. Et ce qui est déplorable, ce qui se passe actuellement, mais moi je suis sorti du jeu, c'est que cette école est prise d'assaut, elle est fermée, cadenassée. Les services de l'État disent que c'est une affaire politique. Alors moi, je vais leur répondre pour leur dire, la vraie politique, si nous parlons politique vraie, pas de politique politicienne, parce qu'en fait, voilà quelqu'un la directrice de l'école, qui a été présidente de la commission culture, qui a été présidente d'une association, l'association de comité carnavalesque, et qui a décidé en mars 2015 de dissoudre cette association, alors que cette association avait à son actif un joli petit pactole. Et par conséquent, je lui ai écrit pour lui demander des comptes, d'une part. Deuxièmement, je découvre que cette école est devenue l'adresse postale du Crédit municipal de Bordeaux. Ah, d'accord. Pour quelles raisons, je n'en sais rien. Il y a aussi au niveau des coopératives des sommes, j'ai des relevés de compte, des sommes assez importantes. Alors, je ne sais pas si c'est ce qui justifie cette espèce de protection, cette espèce de mandarinat,
Mais enfin, je m'interroge et je ne peux pas accepter ce genre de choses. En fait, vous êtes la madame propre du Nord-Atlantique, quoi. Partout où vous mettez le doigt, j'ai l'impression que vous découvrez des choses qui, semble-t-il, sont là depuis des années et qui contreviennent, j'allais dire, à la loi. Parce que parce que c'est ce qu'on dit. Hein? Au début, en 2014, on m'avait dit oui, mais elle va nous empêcher de faire nos affaires. Faut pas toucher au système, en fait. Oui, voilà. Il faut se taire et ne pas toucher au système. Et bien, en conséquent, je ne peux pas. Et pourquoi je ne peux pas? Parce que l'enquête ABS révèle qu'il y a vraiment une analyse des besoins sociaux. Il y a vraiment des personnes à basse pointe, puisque nous sommes sur un territoire rural, une commune rurale, qui vivent en dessous des minima sociaux. Des personnes que je reçois qui perçoivent 450 euros, 250 euros, 80 euros de retraite. Et quand je constate qu'il y a des personnes qui ont des salaires et qui font tout et n'importe quoi, pareil, je suis aux prises encore avec les services de l'État. Parce que dans le cadre de cette école, il y a eu ce que j'appelle une séquestration arbitraire. Je peux vous dire, j'ai vu Feu Marcel Monville faire condamner durement des employeurs pour la séquestration arbitraire. Les agents communaux ont été enfermés à l'intérieur de l'école par un groupe de parents d'élèves. En plus, c'est une grève actuellement illégale. Je n'ai pas reçu de préavis de grève, je ne sais pas quel syndicat, je ne sais rien du tout. Or, on me dit, c'est une affaire politique. Je me pose beaucoup de questions. Séquestration arbitraire, alors, c'est pour cette raison que j'ai adressé un courrier à Monsieur le Président de la République, pour lui poser simplement un certain nombre d'interrogations, parce que je m'interroge par rapport à la loi de départementalisation des Césaires. Tous les travaux, et je me place toujours sous un volet égalitaire. Je n'ai pas à rougir. Je dis que mon passé me sert de référence, mais je ne peux pas accepter la résurgence de certaines méthodes qui visent à être au service de quelqu'un, au bon vouloir de quelqu'un. Très honnêtement, le oui, voilà, vous avez toujours raison. Vous savez, M. Marajo, vous me connaissez. Non, je ne suis pas quelqu'un qui se laisse impressionner. Et par conséquent, il faut mener des combats. C'est un combat de plus qu'il faut mener. Je vais le mener, d'autant que là encore, il y a eu une affaire de vol, je le dis très clairement, d'un ancien collaborateur. Alors, le juge qui écrit, les faits sont avérés, mais la sanction est disproportionnée. De notre côté, alors, non, il faut arrêter. Parce que dans le cadre de ce qu'on appelle le RNI, le Registre national des identifiants, nous avions au Pôle emploi des regards croisés, des échanges avec les services de l'État pour justement échanger des fichiers. Je suis assez étonnée qu'un juge du tribunal administratif prenne une décision sans s'assurer qu'il y a au préalable, parallèlement, un dossier constitué en pénal. Parce que pour moi, je m'arrête au code pénal, un vol, c'est un vol. Et dans le même temps, cette personne a été reçue par le procureur qui m'écrit pour me dire que les faits sont extrêmement graves et que nous avons la possibilité de même lui demander de rembourser. Alors, je ne comprends pas. On va aller un peu plus loin avec Mike Iraski. Madame Casimirius, est-ce que vous avez identifié dans toutes les situations et les difficultés que vous venez de décrire vos adversaires? Est-ce qu'ils sont tous identifiés? Alors, à partir du moment, M. Iraski, où vous allez vraiment vouloir faire jouer la transparence, que les choses soient vraiment transparentes, vous allez rencontrer toutes sortes d'alliances malsaines. Mais je crois que les élections du 10 mars, là encore, c'est une incohérence par rapport au code électoral. Un an, c'est pour moi une élection purement antidémocratique. Un an avant les élections, il est formellement, il est recommandé peut-être pour certaines personnes, pas pour Mme Casimirius, c'est peut-être la vision des services de l'État, d'avoir provoqué ces élections en pensant qu'une alliance malsaine allait pouvoir permettre la réédition des méthodes du passé. Malheureusement... Vous êtes en train de nous dire qu'il y a une collusion, ou il y aurait une collusion entre des services de l'État et vos adversaires? Je me pose beaucoup de questions. J'ai un texte. J'aurais pu, comme je dis, saisir le tribunal, la haute cour de justice. Et bloquer la Cour européenne de justice. Mais vous savez comment ça se passe en Martinique. Tout le monde se serait vraiment attaché à dire elle le fait parce qu'elle a peur.
Alors non, je suis allée, mais il n'en demeure pas moins vrai que je peux vous assurer que ça s'est resté en travers de la gorge. Parce qu'en pensant qu'une alliance malsaine, qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Et je vais vous dire, j'ai un dossier épais que nous avons remis au procureur de la République pour parler de diffamation. Là aussi, on me dit que c'est une affaire politique. Alors, je constate que l'État a le droit à n'importe quel moment, parce que, vous savez, la communication politique, lors de la campagne politique, elle est régie par un décret. Il y a un moment où elle commence, la campagne, et un moment où elle s'arrête. Mais apparemment, pour les services de l'État, elle peut commencer n'importe où et s'arrêter n'importe où. C'est au bon vouloir. C'est ce que je condamne. Parce que je ne comprends pas quand, lorsque je découvre que quelqu'un construit une maison illégalement, ne peut même pas apporter la preuve de la propriété du terrain, construit sans permis, pour échapper à l'impôt, aux taxes locales, et que quand cette affaire arrive, on me dit que c'est une affaire politique. Je pourrais vous en citer beaucoup, mais comme je l'ai dit à madame la secrétaire des Républicains, elle sera candidate en 2020, j'aurai quelques jokers à lui montrer. Mais finalement, Madame Kazimierz, cette élection de mars dernier a peut-être réactivé et donné encore plus de vigueur à toutes vos oppositions. Je ne vais même pas parler au singulier, je vais dire vos oppositions au pluriel. Ça a ravivé... Non, mais je ne pense pas. Je pense qu'au contraire, il y a une très grosse déception parce qu'ils avaient oublié une chose. C'est de manière, en matière de démocratie, c'est la population qui décide. Et cette population, Dima, je l'ai dit tout à l'heure, après 49 ans de règne, la population a beaucoup souffert. Donc, vous savez, les gens ne vont certainement pas vous dire certaines choses, mais à partir du moment où vous leur donnez, à travers le vote, l'occasion de s'exprimer, et c'est ce que ça veut dire, le vote de la population. Même si vous avez accepté cette mission, et à vous écouter, on a vraiment l'impression qu'il s'agit pour vous d'une mission, est-ce que quand même toutes ces embûches, toutes ces situations qui parfois peut-être constituent des surprises pour vous finalement, est-ce que ça n'entame pas est-ce que ça n'émousse pas par moment, parfois, votre énergie et votre détermination? Est-ce que parfois vous vous dites, bon, je m'attendais à ce que ce soit dur, mais quand même, peut-être pas à ce point-là, quoi? Je suis de naturel assez curieux, j'aime bien découvrir. Lorsqu'on parle de la Martinique, un peu... Pour le coup, vous êtes servi en matière de découverte. Zola parle le vote de Paris, il parle de tous ces petits boulots, ces petites pratiques. Je crois que pour connaître la Martinique, si on aime la Martinique, il faut d'abord la connaître si on veut travailler pour son pays. Et puis je veux vous rassurer pour vous dire que à partir du moment où j'ai le droit pour moi, je crois que ce genre de pratiques ne font qu'augmenter ma détermination et ma pugnacité et surtout ma motivation à continuer parce que nous nous sommes fixés un objectif, c'est faire de Basse-Pointe une des communes phares de la Martinique parce que Basse-Pointe regorge d'atouts historiques qui n'ont jamais été exploités en 49 ans. Et c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Vous avez évoqué, avant de repasser la parole à Eddy, vous avez évoqué la secrétaire départementale des Républicains de Martinique. Est-ce qu'il s'agit presque officiellement de votre futur adversaire en mars 2020? Ah, peut-être une candidate parmi d'autres, hein, mais bon. Mais je dois vous rassurer. C'est une possibilité, en tout cas. C'est une possibilité. Je n'ai pas fait le plein des voix en mars 2010 parce que c'était très difficile. C'est pour ça que je vous dis, il y a une ambivalence au niveau des services de l'État, puisque j'ai été maire jusqu'à l'investiture, peut-être une demi-heure, le temps que celle qui a assuré la présidence ouvre cette cérémonie d'investiture. Donc ça veut dire que pendant cette campagne, j'ai été maire, assuré donc tout ce qui avait la fonction de maire, et en même temps j'étais aussi candidate. Et là aussi, me semble-t-il qu'il y a une grosse incohérence. Oui, on a l'impression que c'est pas très clair. Voilà, c'est pas très clair. Très bien. On va peut-être élargir le débat sur Basse-Pointe, qui reste quand même au cœur de nos préoccupations, vous l'aurez compris. J'ai l'impression que dans le Nord-Atlantique, Basse-Pointe fait figure d'exception. Non, on peut pas dire ça. Oui, parce que, en fait, est-ce que vous vous entendez bien avec les maires du coin? Je me suis laissé dire qu'il y avait quand même
un certain nombre de maires qui se disaient bon, Kazimierz, elle est gentille, mais elle en fait un peu trop, et ça nous pose des problèmes au sein de notre commune, parce que les gens veulent aussi laver plus blanc chez nous. Vous savez, rien n'est jamais tout blanc, rien n'est jamais tout noir. Je suis certaine que je ne fais pas toujours fais grincer des dents. Mais c'est vrai que je me bats pour ma commune et je ne suis pas venue, je suis venue d'abord servir les points 3 et les points 3, les administrés. Et j'étends même cette ambition à l'ensemble du Nord, parce que c'est le travail que je mène au niveau de Cap-Nord. Voilà, et c'est ça qui fait grincer probablement des dents. Mais écoutez, au moins, je suis animé en ce qui me concerne par l'intérêt supérieur du Nord et de la Martinique. Par conséquent... quel qu'en soit le prix. Mais je redis que les attaques ne font qu'augmenter ma détermination et ma motivation. Donc, la fonction d'élu, c'est une fonction noble qui demande beaucoup et j'accepte le pari. Mais l'exercice en solitaire, est-ce que c'est pas un danger? Alors, avant moi, beaucoup ont parlé je crois que Barack Obama aussi en avait parlé, de ce qu'on appelle la solitude des décideurs. Donc, il n'y a aucune raison que j'y échappe. Seulement, je peux m'appuyer sur certaines personnes avisées, aussi bien dans l'Hexagone, mais notamment sur le président du Parti progressiste martiniquais, Serge Tchimi. Serge Tchimi est au contact, il est avec vous, il vous soutient? Souvent, je lui pose des questions. Alors, ce que je trouve admirable chez Serge Tchimi, c'est qu'il ne va jamais répondre. Il faut savoir lire entre les lignes. Parce qu'il répond par une phrase. Parce qu'il évite, il me dit souvent, s'il y a une fonction que je respecte, c'est celle de maire, pour l'avoir été. Il ne va pas vous dire fais comme ci, fais comme ça. Mais il va vous parler de son expérience, d'expérience d'autres, de ses airs, pour... c'est à vous de comprendre quoi, ce qu'il a voulu dire, analyser ce qu'il a voulu dire. Eddy a mentionné le nom de Cap-Nord. Quel est votre regard critique, positif ou négatif, sur le bilan, entre guillemets, de la gouvernance de Cap-Nord à ce jour? Dans les grandes lignes, évidemment, sinon il nous faudrait encore 4 heures d'émission, mais... Alors, le seul reproche que je ferai à Cap-Nord, c'est l'absence de communication, parce qu'il y a énormément de choses qui se font à Cap-Nord. Aussi bien sur le domaine de l'agriculture, avec mon collègue et ami Gilbert Couturier, aussi bien au niveau de la santé, avec les appareils connectés, par le maire de Font-Saint-Denis, Lucien Salibert. Je peux vous assurer que les élus de Cap-Nord travaillent énormément. Maintenant, il n'y a pas assez de communication pour donner beaucoup de visibilité et du sens à la notion de PCI. Comment ça peut s'expliquer? Eh bien, je n'arrête pas de le dire. C'est presque contre-productif, quoi. Je n'arrête pas de le dire à Cap-Nord, qu'il s'agisse en interne ou en externe. Je demande toujours à chaque réunion qu'il faut communiquer. Il faut que lorsqu'il y a une plénière de Cap-Nord, que la population du Nord connaisse les thèmes qui ont été abordés en grande ligne et qu'il y ait justement des opérations tournantes d'information, des séances d'information pour que la population, au moins... Alors, les gens ont toujours tendance à avoir une structure Cap-Nord, mais en fait... Cap-Nord, quelle est son efficacité, en fait, ils ne savent pas, quelle est l'offre de service. Et c'est quelque chose que je demande constamment, qu'il faut aller communiquer sur l'offre de service de Cap-Nord. Parce qu'il y a énormément de choses qui se font à Cap-Nord. Alors, Madame le maire, je vais peut-être être accusé par certains de vouloir démarrer un potentiel cancan, mais ce n'est pas du tout mon intention. Mais quand vous entendez, par exemple, certains maires de cette partie du territoire de la Martinique, et je pense singulièrement, parce que je vais le nommer, au député maire, l'ancien député et maire de Sainte-Marie, Nestor Azero, Bruno Nestor Azero, se posait régulièrement dans sa communication de manière tout à fait assumée et sereine, comme le défenseur du Grand Nord, du Nord, comme il l'appelle. Est-ce que quelque part, cette espèce de revendication quasi exclusive de la défense du Nord, de ses intérêts, de ses populations, etc. Est-ce que ça n'agace pas un petit peu la... D'ailleurs, vous préférez qu'on vous appelle Madame le maire, la mairesse, quel est votre... Les deux se disent. Les deux vous conviennent. Je ne suis pas attaché au protocole. Mais je crois qu'il est dans son rôle. Hein. C'est vrai qu'il n'a jamais caché et son dans son intérêt. tempérament aussi.
son Sans intérêt. Vous savez, personne n'est parfait. Je viens de vous dire que rien n'est jamais tout blanc et jamais tout noir. Je pense qu'il va apprécier personne Cette n'est petite parfait. indication. Mais bon, il n'a jamais caché son intérêt pour le Nord. Et d'ailleurs, c'est l'un des maires avec lequel je mets en place de manière concrète un certain nombre d'actions culturelles. Par exemple, le bois flot, l'indianité, le surf. On sent très bien qu'il est vraiment engagé pour défendre le Nord. Parce que le problème, c'est que si nous, les élus du Nord, nous ne portons pas le Nord, personne ne le fera à notre place. Vous savez... Qu'est-ce qui explique cette espèce d'ostracisme dont cette région est victime depuis, j'allais dire, des siècles? Alors, je pense que c'est la méconnaissance des atouts historiques et puis naturels de cette région. Il n'y a jamais eu la volonté d'explorer ces ressources. C'est vrai que, on va dire, dans un premier temps, il y a eu, peut-être que c'était une politique par étapes, qu'il y a eu, donc, on a accordé une priorité au sud par rapport au sable blanc, mais je pense qu'on n'a pas su déjà prendre le pouls, savoir, parce que je dis souvent que c'est le Nord qui fera la richesse de la Martinique de demain. Et ça, je suis parfaitement convaincue, parce qu'il y a beaucoup de choses. Nous avons fait, lorsque le président de Cap-Nord, Alfred Montier, a créé l'Office communautaire du tourisme. Oui, rappelons que la loi vous a obligé, la loi NOTRe, Voilà. vous a obligé à fermer les petits offices communaux et à les rassembler sous l'égide de Cap-Nord. Tout à fait. Ben, c'est vrai qu'on pourrait parler de mutualisation, mais lorsqu'on s'est mis à recenser, j'avais suggéré au président, j'ai dit n'allons pas faire des usines à gaz comme aiment faire les fonctionnaires de l'État français, et puis après on vient, on les décline. J'ai l'impression que vous les aimez beaucoup, les fonctionnaires de l'État français. C'est votre dada. Et j'ai dit... Et à mon avis, ils vous le rendent sans doute très bien. Oui, tout à fait. Mais c'est parce qu'ils me le rendent très bien. D'abord, Oui, que vous les aimez ensuite. vrai, voilà. Et vous devez souvent penser à votre grand ami, le défunt et regretté Marcel Manville, quand vous pensez à eux, peut-être parfois. Énormément. Je suppose. Surtout dans Je cette suppose. histoire de séquestration. Je vous assure que j'ai une pensée très très forte pour Marcel Manville. Si l'OJAM existait, vous adhéreriez immédiatement, c'est ça? Absolument. Quand on bossait clair. C'est clair. Donc, ce qui se passe, c'est que je pense que nous avons d'abord fait le schéma inverse. D'abord se rapprocher de chaque commune, chaque office de tourisme pour mettre en place un état des lieux et ensuite savoir quelle stratégie opérationnelle on allait mettre en place à travers cet office de tourisme communautaire. Et c'est là qu'on a découvert un certain nombre de choses extraordinaires. En termes de richesse et En d'atouts. termes de richesse extraordinaire. Et je le disais, je dis, vous voyez, je vous ai toujours dit que le Nord regorge de richesse. Alors on découvre que, je leur dis par exemple au Macouba, il y a la route par des îles qui a été d'ailleurs, à l'époque, sous la mandature de la région de Serge Chimi, il y a eu cette desserte qui a été créée. Et j'avais conseillé cette desserte. Pourquoi? Parce qu'il C'est une y a desserte eu... entre le Macouba et Grand-Rivière. Hein. Oui, oui. Ouais. Pour les gens qui ne connaissent pas Voilà. le coin. Je lui dis, mais parce que je lui disais à Serge Chimi, et on va pouvoir permettre aux Martiniquais de découvrir un volet de la Martinique et de Grand-Rivière qu'ils ne connaissent pas, aussi bien environnemental, mais surtout découvrir un site qui s'appelle la Maison de l'Ermite. Parce qu'on a eu des ermites au Macouba qui ont initié donc, tous les appareils télématiques qu'on connaît, notamment la télévision. Et il fallait voir les gens du Macouba qui venaient dans ce lieu. On a gardé ce lieu, ça s'appelle la Maison de l'Ermite. Donc il y a tous ces lieux. Puis il y a des arrivées de tortues marines au Macouba que les gens ne savent pas. Et c'est pour ça que avec mon ami Saint-Rose Caquin, je lui demande de voir dans quelle mesure on pourrait créer un espace réservé au fin de pouvoir... parce que je suis aussi présidente de la mission locale, je vois bien les niveaux de qualification. Donc il faut créer des ouvertures, des perspectives qui répondent quand même au niveau de qualification pour permettre à des jeunes du Macouba d'être en mesure d'être acteurs du développement de leur commune avec des emplois, de type d'emploi. Tout à l'heure, vous avez évoqué le bois flot et le surf. Vous me voyez venir, j'imagine. Est-ce que la nouvelle ou la prochaine édition du
du Martinique Surf Pro, qui a contribué, je crois, depuis ces dernières années en termes d'attractivité pour le Nord et singulièrement pour Basse-Pointe. Est-ce que cette nouvelle édition, je ne sais pas si c'est la 5e ou la 4e, la 5e, aura lieu ou pas cette année de nouveau à Basse-Pointe? Alors, au moment où nous parlons, je serai dans l'incapacité de vous donner une date, une réponse précise. Si je le ferais, je vous mentirais. Par contre, tout ce que je sais, c'est compte tenu de l'investissement, 250 000 € d'investissement pour réhabiliter ce port, récemment à Paris, j'ai donc demandé à la Fédération de France de surf la tenue de compétitions de surf pour une raison simple. Parce que lors des compétitions internationales, nous avons des jeunes surfeurs qui sont brillants, mais qui sont éliminés dès le premier jour. Et je me dis qu'il y a une compétition française de surf pourrait leur permettre, justement, parce que je sais que je les suis, je sais qu'ils vont disputer des compétitions dans la Caraïbe et qu'ils ont de très bons résultats, pourrait nous permettre justement d'être au niveau du surf, au niveau français, de représenter dignement la Martinique. Donc l'idée serait d'organiser, j'ai pas très bien compris. Depuis le départ, en parallèle avec la compétition internationale de surf, nous avions l'équipe municipale déjà cette idée de permettre, en termes de retour sur investissement, parce que il y a 52 semaines dans une année, organiser, lorsqu'on investit 250 000 € de travaux, pour organiser une compétition de surf internationale, même si c'est à portée internationale, mais qui dure une semaine, j'estime que ce n'est pas rentable pour les petits commerçants, puisque la ville de Basse-Pointe n'a pas vocation à faire des bénéfices, mais la ville de Basse-Pointe cherche simplement à créer de l'attractivité pour modifier sensiblement l'image de la ville de Basse-Pointe. D'accord. Donc finalement, ce ne serait pas une opération qui serait, contrairement à ce que certains médias en rapportent ou rapportent depuis quelques années, si, comment vous avez dit ça, commercialement attractive pour les petits commerçants de la commune. C'est une opération très attractive, parce que quand il y a eu les études d'impact, vous savez, je suis très attaché aux chiffres, un peu comme Eddie Marajo, et j'ai pu constater que le nombre de petites entreprises, vous savez que le tissu économique martiniquais est composé à 80% de TPE, de très petites entreprises, eh bien, le nombre d'entreprises sollicitées à la fois pour les massages, pour le repas, parce que ce sont pas n'importe quel repas, avait augmenté de 175%. C'est énorme. Ça veut dire que, bien évidemment, il s'agissait d'entreprises de services, mais cela veut dire que ça a une retombée et c'est ce qui nous encourage à continuer. Donc on avait voulu en complémentarité ajouter cette compétition, cette manche du championnat de France de surf ici à Basse-Pointe, en Martinique et particulièrement à Basse-Pointe. D'accord. Alors là, on s'est fait plaisir avec le surf, mais j'aimerais revenir à un sujet qui est peut-être un peu moins sympa. L'actualité nous indique que les choix de Cap-Nord en matière de délégation de services publics pour l'eau ont été carrément balayés de revers de main par le tribunal administratif, avec des attendus qui sont extrêmement sévères pour le fonctionnement administratif de Cap-Nord sur, par exemple, le respect des procédures de marché. Donc, en fait, je rappelle rapidement, SMDS, une filiale de multinationale de l'eau française, face à SME, autre filiale française d'un des géants de l'eau, se sont retrouvés face à face. La SMDS avait le marché de la délégation de service public de l'eau, donc à la fois l'eau potable et puis l'assainissement. Et puis la SME a remporté. Les élus de Cap-Nord ont attribué le marché et le tribunal administratif a balayé ça d'un revers de main. À la demande de la SMDS qui avait fait un recours. C'est reparti pour un tour en termes d'image peut-être un peu négative des élus, ou est-ce que c'est un accident? Alors, image négative des élus, je ne pense pas. Je pense simplement, j'aurais été personnellement très étonné si la SMDS n'avait pas réagi. Maintenant, nous sommes dans le cadre d'une délégation de service. Le président de Cap-Nord a pris une décision. Il a été suivi par une bonne majorité des 54% des élus. Ouais. Maintenant, il va bien évidemment, parce qu'il y avait une plénière de Cap-Nord aujourd'hui, il va bien évidemment avoir un recours par rapport à la décision du tribunal administratif. Ah d'accord, il y a un recours qui va être introduit. Mais comment vous expliquez que le maire de Sainte-Marie et ses élus se sont abstenus du
lors du vote d'attribution. Alors, je pense que peut-être qu'il faudrait lui poser la question. C'est vrai que sur le territoire de Sainte-Marie, il y a une base SMDS relativement costaud. Il y a des choses que vous savez. Donc, je vous demande peut-être de nous aider à mieux comprendre les choses. Ben, écoutez, je pense qu'il faudrait lui poser la question. En tout cas, moi, je priorise toujours l'intérêt et il faut justement, à Cap-Nord, et je pense que au niveau de tous les présidents de PCI rencontrent cette difficulté. Et à partir du moment où il y a eu cette élévation statutaire de Cap-Nord, communauté de communes en EPCI, avec de nouvelles missions dédiées, il faut que les élus apprennent à penser territoire. Parce qu'on voit bien, et ça, vous savez, on peut donner toutes les doctrines qu'on veut, mais il faut que les êtres humains se disent, les hommes se disent qu'une mission ne trouve son sens qu'à travers les hommes qui la portent. Et je dis souvent que là où il y a de la volonté, il y a de l'action. Il faut que, mais je pense que ce sera un travail assez difficile. Oui, et plutôt long. Plutôt long, parce que le président a voulu, je peux vous en parler, puisque je faisais partie de cette commission s'agissant de la mutualisation des services, parce qu'il me paraît un petit peu aberrant que dans une petite commune de 400 habitants, par rapport à une commune de 10 000 habitants, qui a une DRH, qui a un DST, alors pourquoi ne pas mutualiser les services et rentrer dans une organisation spatiale à ce moment-là, d'une fonction? Mais on se rend bien compte qu'il y a des freins. Parce qu'il y a des schémas. Changer le système. Voilà, il y a des schémas. Moi, ça ne me cause aucun problème. Mais je vois bien qu'il y a encore des schémas, des clivages qui sont restés bien ancrés. Et ça va être difficile. C'est comme une pierre à polir. Ça va être difficile de lâcher. Et je vous avouerai, M. Marageux, je suis en admiration devant M. Montu. Pour sa patience. Je ne sais pas si j'aurais été aussi patiente, justement. Patiente que lui. Alors, mais restons sur l'eau, parce que l'eau, c'est vital dans le Nord, et pour toute la Martinique, mais le Nord encore plus, que c'est une région agricole et qui a besoin de cette eau. Théoriquement, depuis le 1er janvier 2015, il devrait y avoir, décision de l'État en particulier, un syndicat unique de l'eau. Tout à fait. Pourquoi ça continue, toutes ces chamailleries, ces divisions? Pourquoi, justement, à l'instar de ce qui s'est passé pour le transport, il n'y a pas un syndicat unique de l'eau? Parce que, probablement pour les raisons que je viens d'évoquer. Et, mais le vrai problème, M. Barra, je me rappelle, j'en ai parlé lors des représentations à l'Office de l'eau, à l'ODE, où j'ai du mal à comprendre que le Nord regorge d'eau. Or, quand on récupère l'eau pour revendre via plusieurs syndicats, je crois que c'est cette démarche que le président Montieu veut mettre en place, on la revend beaucoup plus cher. On vend l'eau du Nord à des communes du Sud, où l'eau est beaucoup moins chère, la même eau, parce qu'il y a énormément d'intermédiaires. Donc, c'est encore une histoire d'argent, là. Hein. Alors, j'avais demandé à l'époque qu'il y ait un tarif social de l'eau, un peu comme à Lyon. Et pour cette raison, j'avais rencontré le directeur de la SMDS qui était à l'époque, M. de Cruider, était venu me voir et avait proposé un dispositif toujours pour les personnes en grande difficulté qui s'appelle le Pass-Eau, qui a été étendu dans toutes les communes de Cap-Nord. Pour les personnes, on parlait tout à l'heure de l'enquête ABS, je disais que c'était une aberration. Comment on pouvait venir chercher l'eau? À la limite, on devait même donner des royalties aux communes. Or, on vend l'eau beaucoup plus chère dans le Nord et beaucoup moins chère dans le Sud. Il y avait une incohérence. Et je crois que c'est, si vous voulez, je parlais de la partie visible de l'iceberg. Dans cette démarche de délégation de service public, il y a un peu tout ça où il faut mettre de l'ordre. Et puis, vous savez, l'État... C'est reparti. J'ai assisté à des réunions. On va commencer à les compter. On assiste de plus en plus, malheureusement, à un désengagement de l'État. En fait, l'État va prôner un certain nombre de dispositifs, mais c'est aux maires et notamment aux EPCI de le mettre en place. Alors, on a un sujet qui est corollaire... La loi GEMAPI. À l'eau, Mike tient à en parler, c'est tout ce qui touche aux pesticides, aux insecticides et
Chlordécone. Le fameux chlordécone. Absolument. Le tristement célèbre chlordécone. Alors, Mme Kazimierz, il y a le président de votre parti, le PPM, le président, à savoir Serge Letchimy, a été désigné député également. Président de la commission. Président de la commission d'enquête parlementaire relative à, on va dire, scandale, pour aller vite, de l'empoisonnement par le chlordécone des terres martiniquaises et guadeloupéennes. Je crois que les auditions ne vont pas tarder puisque parmi les prérogatives de cette commission, il y a notamment des auditions d'un certain nombre d'acteurs du dossier, d'experts, etc. Qu'est-ce que vous, la nordiste, la pointoise, attendez peut-être particulièrement de cette commission d'enquête parlementaire? Alors, j'attends qu'on nous donne un certain nombre d'éléments. Enfin, on va peut-être pouvoir répondre à la question que j'ai posée à l'ARS depuis des années. Que j'ai analysé le nombre de décès. Et je trouve qu'il y a un nombre de décès anormalement, en échangeant avec mes collègues maires, anormalement élevé. Une augmentation qu'on n'explique pas du nombre de décès, du nombre de lié au cancer cancers. notamment. Alors justement, je demandais le lien. C'est vrai que le professeur Belpomme en a beaucoup parlé, après il s'est contredit. Mais je crois que il y a cette commission d'enquête, mais permettez-moi quand même de rappeler en toute transparence que Louis Boutrin avait déjà écrit aussi un livre. Avec Raphaël Confiant, dès 2006 ou 2007. Où il dénonçait un peu un certain nombre de choses. Donc nous avons, au niveau, il y a la pollution des terres, la pollution des milieux eaux, aquatiques, un certain nombre de dispositifs à prendre. Comment l'État va pouvoir nous accompagner aussi bien au niveau des cultures, aussi bien dans la consommation de l'eau. Et puis nous dire très franchement la vérité concernant cette profusion de cancer de la prostate, de cancer du sein, de cancer du col de l'utérus que nous voyons de plus en plus aujourd'hui. Quand vous entendez, et ça a fait le buzz, comme on dit, il y a quelques mois, quand le président Macron avait reçu un certain nombre d'élus d'outre-mer à l'Élysée, dans le cadre de tout ce qui a suivi le mouvement des gilets jaunes, quand vous entendez dire, le président Macron dire qu'il ne faut pas dire que le chlordécone est cancérigène parce que ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que ça vous a inspiré comme sentiment et réaction? Alors, j'ai fait un flashback par rapport à la situation géographique de la Guyane qu'il avait donné à un moment en disant de la Guyane. C'est un très bon début. Je vous écoute attentivement pour la suite. Écoutez, donc... C'est un de vos amis, le président de la République, encore. Non? Joker. Dans la liste très longue. Non, je vois que... Ça traduit une méconnaissance, c'est ce que vous voulez dire des réalités. Une méconnaissance de la réalité. Et j'ai toujours tendance à vouloir en dire à l'État français, à vouloir leur parler de cet adage citoyenne, peut-être liberté, égalité, fraternité, mais comme Césaire, je pose aussi la question de l'identité. Et je demande que, lorsque je vois que les régions ultra-périphériques, comme on aime nous appeler... oui, entre autres termes. Ouais. Je me dis que 80% de la richesse à biodiversité se trouve ici dans les... Nous méritons un peu plus de respect que ça. Et ce qui est encore... qui me fait grincer des dents, c'est de voir au niveau de l'industrie pharmaceutique ce qui se passe et qu'on vient chercher la molécule ici. On repart en France, on la travaille et on vient nous la revendre ici. Et là aussi, je dis que nous aurions pu être d'accord avec cette pratique à condition, puisque la molécule, elle est d'abord basée ici. Je pense que les grands groupes pharmaceutiques devraient quand même sont capables, vu le résultat des chiffres d'affaires, de donner à la Martinique, aux îles, des royalties. Parce que nous sommes face à un fort taux de paupérisation par rapport à une situation, une sclérose économique que personne n'a cherchée, mais qui, pardonnez-moi, existe depuis les années, le déclin de l'industrie sucrière ici. Est-ce que vous attendez, et je parle toujours des travaux à venir de cette commission d'enquête parlementaire, que les responsabilités, que les responsables soient clairement, à tous les maillons de la chaîne, et Dieu sait si la chaîne a manifestement été longue, soient clairement identifiés? Et d'autre part, est-ce que vous souhaitez que
les ouvriers agricoles ou leurs familles, parce que certains d'entre eux sont ouvriers et ouvrières agricoles sont décédés suite notamment à des cancers. Est-ce que vous êtes favorable, mais je pense que oui, mais je vous pose la question quand même, à des dédommagements, à des réparations d'ordre financier? Je suis malheureusement des affaires qui se passent aux États-Unis par rapport au glyphosate et je vois que en Amérique, on n'a pas hésité à dédommager des personnes qui ont été atteintes de cancer. Alors, j'attends de voir quelle sera la réaction justement des services de l'État à partir du moment où les causes ont été purement identifiées par rapport aux effets qui ont été induits par l'empoisonnement des sols et des terres. C'est pas une commission qui arrive. Alors, il paraît qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais et ce sera ma dernière question sur ce sujet. Est-ce que c'est pas une commission d'enquête parlementaire qui arrive trop tard? Vous évoquez le fait que Louis Boutrin ait sorti un ouvrage dès 2006-2007. 12 ans plus tard, est-ce que ce n'est pas encore trop tard, quoi? Une fois de plus. Il n'est jamais trop tard. Le seul inconvénient aurait été que rien n'ait jamais été fait. Je pense que ça veut dire qu'il a fallu attendre une certaine maturité de la question, de cette problématique, pour que, en effet, on se pose des vraies questions, on se dise, tiens, on va au moins essayer de régler le problème. Mais je pense que, justement, compte tenu du délai, l'État français comprendra que nous, Martiniquais, nous n'allons pas attendre des essais. Nous ne sommes pas en train de jouer un match de foot, mais nous attendons vraiment des solutions purement concrètes, puisqu'il y a quand même, il existe, quand on regarde, il existe, et je vous dis que j'ai écrit à l'ARS pour poser la question, pourquoi y a-t-il autant de décès? Est-ce qu'on pourrait m'expliquer? Est-ce que c'est dû à la pollution? Bien évidemment, je n'ai jamais eu de réponse. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Vous ont répondu. Non, ok. Bien évidemment, je n'ai jamais eu de réponse. Une nouvelle pensée dédicace au service de l'État. Eddy? Ouais, cette émission est spécialement dédicacée à ces services. Je vais vous embêter avec un sujet à nouveau lié à la pollution. Je vais rapidement vous donner les chiffres. Là, on parle des fosses septiques. Parce que là, les Martiniquais se plaignent souvent d'un empoisonnement venu de l'extérieur. Celui-là, c'est, je dirais, un empoisonnement domestique. Oui. Les fosses septiques en Martinique, 75% des Martiniquais ont leurs fosses septiques et ne sont pas branchés au réseau collectif. Ils n'ont pas trop envie de vidanger leurs fosses septiques, à la fois parce que ça coûte cher et puis qu'ils pensent que de toute façon, ce n'est pas nécessaire. Donc, on profite de cette émission pour leur dire que théoriquement, tous les 4 ans, il faudrait la vidanger. Les chiffres sont les suivants. 185 000 tonnes devraient être vidangées chaque année. Sur les 185 000 tonnes, il n'y a que 30 000 tonnes qui sont vidangées. Théoriquement, les opérateurs, les vidangeurs, devraient amener ces bouts de fosses septiques dans des centres de traitement. Alors, il y en a 2, un tout près de chez vous, au Marigot, avec l'appui des élus de Cap-Nord, avec l'appui des services de l'État, avec l'appui de l'Europe, financé et géré par un privé. Et puis, il y en a une deuxième à Fort-de-France, gérée par Odyssey. Et on s'aperçoit que sur les 30 000 tonnes, il n'y a que 8 000 tonnes qui sont dirigées vers ces centres. Si le calcul est bon, 22 000 tonnes vont directement dans la nature, dans les rivières, dans les champs, dans certains centres de traitement et même dans les regards d'eau pluviale. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis très contente que vous souleviez ce problème, parce que ça fait déjà un moment qu'on en a parlé. On en a parlé s'agissant de l'embouchure de la rivière Capote. Oui. On en a parlé, alors vous parlez des fosses, mais on parle aussi par rapport à l'élevage porcin. Oui. Ça fait un moment, je vous dis, on en parlait à l'époque où je siégeais à de l'eau. Mais je dois vous rassurer pour vous dire que les élus de Cap-Nord, les élus de la CTM ont fait des efforts, ainsi que les élus de l'ODE, l'Office de l'eau, ont mis en place des efforts pour pouvoir résorber ce problème-là. Parallèlement aussi, il a été demandé donc, à tous les administrés de se conformer, parce que vous savez qu'il y a des maisons qui ont une certaine antériorité et qui ne répondaient pas aux normes européennes. Mais ça a coûté justement par le biais du syndicat de l'eau, notamment le CNA. Oui. Mais ça n'a pas toujours été suivi d'effet, parce que quand vous prenez des quartiers où
par rapport à la promiscuité où les gens habitent, il est très difficile de faire... bon, là, à ce moment-là, pour faire des travaux justement d'uniformisation. Donc, je crois que c'est un sujet qui me tient à cœur et je suis très contente que vous souleviez ce sujet. Vous voyez, vous disiez tout à l'heure que j'étais très attachée à la procédure. Oui. Je vois que je ne suis pas la seule. Mais là, en l'occurrence, si ces vidangeurs voyous qui déversent, parce qu'il y en a, et tout le monde le sait, Oui. et c'est la majorité des tonnages qui sont déversés dans la nature, peuvent le faire, il y aurait peut-être un problème de contrôle. Or, il semblerait que là encore, et vous allez sourire, les gens qui sont habilités à contrôler, c'est encore les services de l'État. Alors ma question est très simple. Vous qui êtes maire, pourquoi, selon vous, ces vidangeurs continuent impunément à déverser dans la nature ces boues? Alors, il faut quand même rappeler pour les gens qui nous écoutent que quand on déverse des boues de fosse septique dans la nature, on a des risques de dysenterie, de diphtérie, de bilharziose si jamais l'escargot responsable de ça revenait. Et puis, plus grave, on ne sait jamais, du choléra. Tout ça est lié aux bestioles qui sont dans les fosses septiques. Il y a quand même un vrai problème là, non? Il y a un vrai problème, mais je veux vous rassurer pour vous dire même que la police de l'eau, bon, je ne vais pas citer quelqu'un en particulier, Christian Palin, de Trinité, qui fait un travail remarquable à ce niveau-là. Mais je pense qu'il y aura très certainement... Enfin, lorsque je regarde les emplois traditionnels, je pense au niveau des emplois de service, il y a très certainement, de mon point de vue, quelque chose à développer, une offre de service à développer. Notamment en utilisant les jeunes que vous avez... Exactement, parce qu'il y a justement au niveau de Cap-Nord, au niveau des agents de l'environnement, il y a donc quelque chose qui a été mis en place avec la mission locale qui s'appelle les ambassadeurs de l'eau. Mais je crois qu'on devrait justement, on attend que les professionnels nous fassent des propositions concrètes par rapport à ça. Parce que je dis encore une fois, si nous, Martiniquais, à partir du moment... Parce que chaque fois que j'ai interpellé la police de l'eau sur des problèmes, nous avions un problème d'azotage, de taux d'azotage qui était trop élevé, alors que je sais que les gens vont pêcher des titiris dans l'embouchure de la rivière du Lorraine, à Capote, pour expliquer aux gens. Alors, c'est vrai que je ne veux pas faire de la sinistrose, mais enfin, il faut quand même amener les gens à penser, à faire attention à leur santé. Et je crois que ça, c'est à eux de le faire. Le message, c'est qu'il n'y a pas que le chlordécone. Non, il n'y a pas Vous avez du boulot dans le Nord. Hein. Absolument, ça, bon, je suis consciente de ça. On va élargir le champ de nos questions. Vous êtes conseillère territoriale. Tout à fait. Je suis persuadé que certains de nos auditeurs, téléspectateurs, le découvrent. Et Mike Irask va aborder le sujet de la CTM. Alors, Madame Kazimierz, comment vous pourriez qualifier le climat qui règne en ce moment, en tout cas lors des dernières plénières de la CTM? Avec les honorables conseillers. Avec les honorables conseillers territoriaux et exécutifs. Alors, Monsieur Irask, vous me donnez l'occasion de rappeler une fois de plus aux Martiniquais qu'à partir du moment où nous sommes tous animés de cette volonté de servir la Martinique, nous devons apprendre à nous dépasser pour faire preuve d'unité, pour avancer pour cette Martinique. Et surtout donner de la visibilité aux Martiniquaises et aux Martiniquais qui nous font confiance. Même si nous passons notre temps à rappeler que nous ne sommes pas dans le même camp que l'autre. Absolument. Alors, le fait, je vais vous dire très honnêtement, je travaille vraiment dans un très bon climat à Cap-Nord. Et pourtant, nous n'appartenons pas à la même mouvance politique. Donc, parce que simplement... Non, mais vous êtes des gens du Nord. Voilà, c'est déjà nous sommes tous des Martiniquais. Je refuse d'être l'ennemi des Martiniquais parce que je me reconnais à travers chaque Martiniquais. Je le dis, nous avons cette richesse avec cette quadruple origine européenne, africaine, indienne et amérindienne. Donc, par conséquent, je n'ai aucun problème de ce point de vue-là. Mais il faut qu'on apprenne à se dépasser. Et je vous dis, le danger est grand. Je l'avais dit sur les ondes. À partir du moment où, lors des présidentielles, Mme Marine Le Pen, qui n'a jamais mis les pieds en Martinique, a fait un tel score,
les Martiniquais devaient commencer à s'interroger. Et lorsqu'elle nous a fait un remake lors des dernières européennes, les Martiniquais devaient se poser des questions. Et je crois que si on continue comme ça, dans 20 ans, je suis généreuse, hein, à la fois le pouvoir économique et le pouvoir politique ne seront plus aux mains des Martiniquais. Ça, je suis certaine de ce que je vous dis, parce qu'on n'arrive pas à prioriser l'intérêt supérieur de la Martinique. Nous sommes toujours enfermés, intéressés, plus exactement, par l'intérêt personnel, égoïste, et c'est ce qui cause des freins au développement de ce pays. Ça, c'est inadmissible. Vous pensez que la porosité, le côté perméable aux idées développées par le Front National, c'est cette augmentation du côté individualiste des Martiniquais qui explique l'attractivité exercée par les idées et le parti de Mme Le Pen? Ce que je dis, Mme Marine Le Pen n'aura pas plus dans l'intérêt des Martiniquais que les Martiniquais. Ça, je suis convaincu de ça. Je redis que les vrais spécialistes des questions martiniquaises, ce sont d'abord les Martiniquais eux-mêmes. Je crois que Mme Le Pen n'est pas dans cette stratégie. Elle est dans une stratégie de recherche de représentativité. C'est ce qui l'intéresse, peu importe l'intérêt de la Martinique. Mais je dis que à partir de ce moment-là, elle peut, sous un certain nombre d'angles, sous un certain nombre d'arguments, pouvoir intéresser. Vous savez ce qui se passe? Pourquoi il y a eu ce score? Simplement parce que nous avons, alors que nous croyons, nous avons confiance dans nos frères de la Caraïbe, il y a simplement, comme partout, il y a des migrants aussi, me semble-t-il, dans l'Hexagone, simplement parce qu'on estime que nous sommes en concurrence avec certains de nos frères de la Caraïbe qui sont en Martinique légalement ou illégalement. Et par conséquent, on a entretenu cet état d'esprit chez les Martiniquais qui font qu'il y a une espèce de rejet. Mais qui a entretenu cet état d'esprit, c'est ça? Ceux qui, justement, sont à la recherche, justement, de pouvoir politique à la Martinique en s'appuyant sur une représentativité de leur mouvement politique. Est-ce que vous discutez de ça, par exemple, avec quelqu'un que vous connaissez, je crois, qui est Juvénal Rémire? Est-ce que vous arrivez à échanger sur ce sujet avec lui? Est-ce qu'il a essayé de vous expliquer son positionnement? Il ne fait plus partie de ce mouvement de Marine Le Pen, parce que nous avons eu des discussions où j'ai été très clair. Animé, je suppose. Vous connaissez un petit peu vos positions sur le sujet? Oui, mais finalement, il a compris l'intérêt dans une discussion. Quelle que soit un petit peu, on va dire, la teneur orageuse ou pas orageuse, c'est qu'à la fin de la discussion, nous arrivons à nous comprendre. Et à comprendre que l'intérêt martiniquais, l'intérêt de la Martinique prévaut par-dessus tout, me semble-t-il. Est-ce que vous nous annoncez ce soir que vous êtes arrivé à convaincre Juvénal Rémire de se défaire des idées frontistes? Monsieur Rémire ne fait plus partie du Front National. De toute façon, on aura l'occasion de le recevoir. Oui, ça s'appelle un scoop, Eddie. Un vrai scoop. Revenons à la CTM. Il n'a pas arrêté de le dire. Revenons à la CTM. Il y a eu une digression relativement longue parce que vous avez dit c'est le spectacle que nous devrions éviter d'avoir, ces tiraillements, ces divisions. Mais vous ne nous avez pas donné votre sentiment sur le bilan. Le bilan. Le bilan de la CTM. Vous êtes conseillère territoriale. L'organisme dans lequel vous travaillez, pour lequel vous œuvrez, parce que je présume que vous faites partie d'un certain nombre de commissions et qu'il y a des choses qui avancent malgré tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais justement, encore une fois, on a toujours tendance à poser le curseur sur ces histoires de personnes et à ne pas voir ce qui se fait au niveau de la CTM. Ce matin, par exemple, on a voté au niveau du social un certain nombre d'actions en faveur des handicapés, en faveur des aidants familiaux. Vous n'allez pas nous dire que Cap Nord a des problèmes de communication et que la CTM a des problèmes de communication? Ah non, pas du tout, puisqu'il y a toujours, à l'inverse de Cap Nord, il y a toujours des médias qui sont présents pour retranscrire, justement... On a noté la petite pique. Le message est passé. Pour retranscrire ce qui s'est dit, parce que quand même, la CTM, vu son budget et les actions qui sont mises en place, il faut quand même de l'intérêt. Mais c'est justement, c'est ça, on a toujours tendance à se focaliser sur des histoires de coq de combat et pas sur... Vous savez que c'est le grand public qui commande l'intérêt des médias. Et les Martiniquais sont sidérés
par ces joutes verbales, par ces divisions multiples et diverses, ils sont quand même à l'écoute. Ils regardent et on voit sur les réseaux sociaux que les gens sont passionnés par ça, alors que vous dénoncez. Absolument. Parce que je dis encore une fois, ce n'est pas honteux, à la fois pour la Martinique et pour la démocratie. On s'attendait à ce que vous puissiez réagir en tant que partisane, puisque vous faites partie de l'opposition, enfin, sauf si ça a changé. Oui. Et on a reçu, pour rebondir sur l'interrogation d'Eddy, on a reçu sur ce plateau des gens, tout comme vous, qui font partie de l'opposition et qui ont été extrêmement critiques et explicites en nous disant en substance que depuis 3 ans, la CTM, en tout cas la majorité et l'exécutif, n'ont pas réalisé grand-chose. Notamment quelqu'un qui vient du Nord, comme Monsieur Lordino, par exemple. Oui, vous connaissez bien également. Il y a une chose qui est essentielle pour moi. Je suis, vous l'avez dit, je suis conseillère territoriale. Même si je suis membre de l'opposition, je fais partie. Alors, en fait, quand vous me demandez de cracher sur moi-même. Ah non, pas du tout. Absolument. Parce que même on est simplement surpris quand on est membre de votre position de dissonante par rapport aux gens qu'on a reçus et qui font eux aussi partie de cette opposition. Mais vous avez des personnes qui aiment bien faire le fun. Et je ne suis pas de... Je ne me place pas. Pour vous, c'est de la posture, quoi. Dire que la CTM ne fait rien je le ou pas dis grand-chose, c'est fort à des mes éléments collègues, de langage. mais je suis extrêmement gênée de venir et de jeter la pierre à la majorité, si c'est ce que vous voulez dire, parce que je suis dans l'opposition, alors qu'en réalité, je suis membre de cette instance. Et par conséquent, j'estime que c'est cracher, jeter l'opprobre sur la majorité, c'est aussi jeter l'opprobre sur moi, parce que je fais partie de cette instance. Et j'ai toujours cherché, dans ma posture, dans mes interventions, à toujours essayer de ramener, de jouer l'apaisement. Ça ne me pose aucun problème, même si je suis dans l'opposition, mais c'est simplement toujours rappeler que nous sommes d'abord des Martiniquais. Arrêtons de nous déchirer, parce que ce n'est pas ça. Vous devez vous sentir parfois très seul en plénière, non? Ah, pas du tout. Parce que ce matin, je vais vous dire, il y a une de mes collègues qui a tenu à peu près le même langage. D'accord. Mais par contre, ça arrive souvent. Vous êtes aux antipodes de la posture affichée par Serge Letchimy. Non. Serge Letchimy, c'est Serge Letchimy. Mais moi, je vous dis que... Mais il connaît ma posture. Oui. Je lui dis ce que je viens de vous dire. Je ne peux pas être l'ennemi de quelqu'un. Les déclarations passionnées, enflammées contre un tel, c'est pas porteur pour la démocratie et c'est pas porteur pour la Martinique. Je crois que moi, je peux condamner une orientation politique prise par l'Assemblée. Je peux m'y opposer, mais je vais le faire avec la forme du genre. Mais sans déclaration, des attaques personnelles. Parce qu'en fait, ce que vous dites, il s'agit principalement, au niveau de la CTM, d'attaques personnelles, donc de rivalité interpersonnelle. Je crois qu'il ne faut pas attendre de venir en plénière de la CTM. Si un jour j'ai quelque chose à dire à un élu, je le lui dirai, mais je ne vais pas, parce que ce n'est pas ce que la population attend, je ne vais pas attendre de venir en plénière pour commencer à sortir des litanies, des monologues purement stériles qui ne font pas avancer le débat démocratique. Parce que c'est ça aussi, il faut se poser les vraies questions. C'est une posture, en fait. Quelle est la vraie finalité? Ouais. Mais est-ce que la finalité, ce n'est pas la reconquête du pouvoir? Est-ce que l'opposition ne joue pas naturellement son rôle critique, quelle que soit, je dirais, la matière? Le rôle critique à l'égard d'une orientation prise, à l'égard, et puis aussi être force de proposition. Par exemple, quand on parle du Nord, je peux faire une proposition pour le Nord, et je peux vous dire que chaque fois que je fais une proposition pour le Nord, je n'ai jamais eu de rejet, mais j'ai toujours... Parce que, vous savez, c'est la loi de l'équilibre. Quand vous commencez à agresser les gens, moi, si on m'agresse, je vais répondre par l'agression. Vous avez été étonné tout à l'heure quand je parle des services de l'État. Mais si j'estime que dans le service, parce que les services de l'État sont là pour rendre un service, ils sont dans le cadre du service public, j'estime qu'il y a des disparités au niveau du service, parce qu'il faut passer dans la satisfaction. La satisfaction ne peut être mesurée que par celui qui reçoit le service. Si j'estime que le service que je dois attendre, il y a un écart entre le service que je dois attendre du service de l'État et celui qui m'est donné, eh bien, à ce moment-là, on va rentrer dans l'insatisfaction. Vous n'êtes pas de celle qui tend la joue gauche, hein? Ah, pas du tout.
On l'a bien compris. Avant qu'on ne poursuive sur une alliance que vous connaissez bien, et Eddy Marajo brûle de vous en parler, juste une petite parenthèse, Madame Kazimierz. Comment se porte le machisme et le sexisme en 2019 ? Vous avez des nouvelles ? Est-ce que ça va mieux ? C'est stationnaire ? Alors, C'est pire ? Je ne sais pas si c'est à moi qu'il faut poser la question. Ah bon? Je pourrais vous c'est dommage pour moi. Je pourrais vous parler de l'expérience vécue le 10 mars. Ah. Pour vous dire que c'était S'il vous plaît. L'expression même du machisme Ah bon? et du sexisme. Absolument. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu, je me suis retrouvé face à une alliance malsaine, on va dire, de Martiniquais, de la gente masculine pointoise. En fait, d'une partie je de la dirais gente masculine pointoise, quand même. D'une partie. Une partie. Pas de Vous la avez des hommes qui la basse. Oui, heureusement. Mais je dirais quand même que ces personnes ont bien remarqué que même en venant à 5, je veux parler des fervents attaquants, ils se sont rendus compte que ça aurait été difficile, qu'il fallait quand même peut-être plus que 5 fervents machistes pour pouvoir faire baisser la garde à une pointoise. Mais blague à part, Madame Kazimierz, votre appartenance de genre, la question du genre, c'est un argument, entre guillemets, vraiment, qui a été invoqué par vos adversaires pendant la campagne. Ça a été utilisé, le fait que vous soyez une femme aux responsabilités? Non, je suis un grand naïf, vraiment. Alors, non, pas tant que ça. Pas tant que ça. Vous posez la question pour avoir une confirmation ou l'inverse. Non, mais je pense que le fait d'être une femme a pesé beaucoup dans ce combat. Et je veux vous dire mieux, il y a un de mes opposants qui avait dit c'est quand même bizarre, hein. Ça aurait été un homme qui serait aussi soucieux de la règle et des procédures, on aurait dit minimal non. Et quand c'est une femme, parce que c'est une femme, alors on essaie de... Il y a quand même au moins un qui a dit ça. Ah, parmi vos adversaires. Oui, voilà. La prise de conscience un peu tardive, mais bon, prise de conscience. Tout n'est pas perdu. Voilà, comme quoi. Vous êtes membre du PPM depuis plusieurs années. Tout à fait. 10 ans. Oui. Contrairement à ce que certains des observateurs annoncent ou pensent, le PPM est lui-même, ou était, c'est vous qui allez nous le dire, lui-même membre d'une alliance qui s'appelait Ensemble pour une Martinique nouvelle. Est-ce que ça existe encore? Absolument. Et vous êtes favorable à la poursuite, à la redynamisation, c'est peut-être un euphémisme, de ce mouvement, ou vous dites, bon, écoutez, nous avons tué ça et puis nous avons fait en lot? Je suis cohérente, je viens de vous le dire tout à l'heure. À partir du moment où nous avons le même objectif partagé, c'est-à-dire que nous avons un socle de fondamentaux, ça ne me cause aucun problème. Oui. Mais dès lors que j'estime qu'il y a un peu trop d'opportunisme, et ça, ce sont des discussions j'ai eues en privé avec le président du Parti progressiste martiniquais, où j'ai très clairement dit, en comité, notamment au comité national, en sus des réunions privées avec lui, où j'ai très clairement dit que moi, je suis membre du Parti progressiste martiniquais, mais j'ai un attachement à Aimé Césaire. Mais pour moi, le PNM, ce n'est pas un parti politique, c'est un groupement de partis politiques. Mais ça existe toujours, puisque au cours de la campagne du 10 mars, j'ai bénéficié de l'aide de certains groupements de PNM. Au sein de PNM. Mais je pense que, vous savez, les gens qui sont animés par l'opportunisme... Alors, on est dans quelle situation? Quelque chose qui est étranger à l'opportunisme, qui se développe ou qui mériterait, ou on est plutôt dans l'autre cas? Non, quelque chose, un groupe de groupes politiques qui va continuer, mais avec justement cette assurance que nous partageons à minima des fondamentaux. Même si, je vous vois venir, même si je sais qu'il y en a beaucoup qui ont regagné un certain parti en courant, et qui sont en marchant du moins, et puis qui sont en train de revenir en courant. Mais je crois que nous ne sommes pas dupes. Vous avez anticipé ma question. J'allais vous demander s'il y avait encore beaucoup à ce jour d'opportunisme à bord.
Je vous ai dit, ce Opportuniste, sont tous pardon. ceux qui ont quitté le groupement ou le Parti progressiste en marchant et qui Et certains maintenant d'entre eux ont envie de revenir? sont peut-être prêts à quitter ce parti de marcheurs en courant. Mais Entre- Madame Kazimierz, est-ce que cette alliance vit? Parce que c'est un reproche qui lui a été fait régulièrement par certains de ses membres, d'ailleurs, quasiment depuis sa création, ou en tout cas peu après, dès 2012, d'une alliance qui finalement ne se mobilise et ne se réunit que lors des échéances électorales et qui, en dehors de ces événements et de ces rendez-vous électoraux, n'a pas de vie, n'a pas de réunion régulière. Donc c'est une alliance vraiment purement électorale et circonstancielle. Est-ce que les choses ont évolué? Est-ce que ce sourire est une indication? Ah non, ce sourire, c'est un sourire jaune parce qu'en réalité, le problème, c'est un groupement de partis politiques avec un coordonnateur, mais je crois que c'est là qu'il y a l'amalgame. Il n'appartient pas au coordonnateur seulement de donner du sens au groupement. Je crois Le que c'est là, coordonnateur, c'est... le coordonnateur, Serge Chimi, C'est la chimie. Ok. de Donc, porter le les valeurs de ce groupement. Je crois que chaque composante de ce groupement devrait aussi avoir sa part de responsabilité et pas que ce groupement nous a permis de gagner la présidence du Conseil général. Vous savez, avec Josette Manet. De gagner les Et régionales. là aussi, on va vous poser la question, est-ce que si je m'attache aux actions concrètes, aux résultats, nous avons quand même un certain nombre de parlementaires. Et notamment, ce groupement a permis quand même quelque chose d'extraordinaire à la femme martiniquaise d'accéder à l'arène des parlementaires, ce qui était justement un peu une chasse gardée. C'est vous dire combien Serge Chimi est très soucieux du respect de la parité. Mais donc, c'est vous dire que ce groupement fonctionne. Mais je vous dis, il fonctionnerait encore mieux sans cette touche d'opportunisme et avec simplement cette volonté d'être responsable et que chaque groupement porte aussi les actions et les valeurs de ce groupement. Vous avez, sans le nommer, probablement fait allusion au maire du Lorrain, puisque vous avez dit Pas que... vraiment, pas encore. Pas encore. Pas encore. Il nous reste quelques minutes d'émission. Vous avez dit qu'il y en a qui ont quitté le mouvement et qui ont été voir En Marche. Il a quitté EPMN officiellement et il est membre, il nous l'a dit ici, il est membre d'En Marche. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Je remarquais qu'entre Basse-Pointe et Sainte-Marie, il y a deux communes dont les maires sont relativement proches de En Marche. Donc, Avec lesquels je m'entends très bien. Le Lorrain et le Marigot et Sainte-Marie. Le Lorrain, ça va, l'ambiance? Je me suis laissé dire que vous étiez un peu punchy de temps en temps. Parce que quand il est parti de PMN, en plus, le maire du Lorrain, il est parti avec fracas. Hein. Il s'est lâché de manière sur les zones notamment et dans les médias. Et vos commentaires ont été plutôt sévères. Ah bon, vous trouvez? Oui, oui. Ils sont à nouveau sévères, parce que vous avez dit, puisque ceux qui sont partis, beaucoup reviennent en courant. Vous ne pensiez pas à Justin Profil quand vous dites ça? Pas spécialement. Ça s'appelle la langue de bois, ça, Madame le maire. Et qui vous visiez? Ah, il y a d'autres personnes qui étaient notamment le PPM, le Parti progressiste martiniquais, et qui ont fait le choix d'un autre parti, et qui on se pose beaucoup de questions. Qui ont quitté ou qui ont été suspendus par les instances de ce parti? Vous ne pouvez pas être à la fois, vous faites des mambours en marche, il faut pouvoir vous positionner. Et ces gens-là seraient actuellement en train de revenir, ou de tenter de revenir au bercail progressiste. C'est une possibilité. Est-ce que je Plus le dois l'émission avance, plus on a des scoops, hein, Madame Kazimierz. Est-ce que je le dois vous poser une question particulièrement difficile? Est-ce que vous êtes... Vous savez, ce sont les réponses qui sont indiscrètes. Voilà, C'était c'était un peu pour vous provoquer et puis embêter mon ami Mike.
qui va fatalement rebondir parce que c'est l'un de ses sujets préférés. Est-ce que vous allez être à nouveau une supportrice indéfectible de Daniel Chaumet à la candidature à la mairie de Schœlcher? Mais vous m'avez posé la question tout à l'heure sur les personnes qui ont quitté En Marche, qui ont quitté le BBM. Ouais. Écoutez, il y a... moi, je vous l'ai dit, je suis animé par des valeurs de partage et de solidarité à l'égard de ceux qui partagent au moins un minima, comme moi, un attachement aux valeurs césariennes. Et il en fait partie? Il n'en fait plus partie, puisqu'il a adhéré d'En Marche. Même s'il n'est plus d'En Marche. Il n'a pas adhéré. Enfin, il était Enfin, proche, à notre connaissance, il n'a pas adhéré. C'est proche de Marche. Donc, en clair, Il a créé un parti, il a créé un mouvement. Il a créé un Avec M. mouvement, Lordina, notamment. Ouais. Donc en clair, Daniel Chaumet ne peut pas compter sur votre soutien au municipal à Schœlcher. Absolument pas. Voilà un nouveau scoop. Absolument pas, parce que à partir du moment, vous savez, je suis fille Ça vous a valu Je sais, mais j'étais... beaucoup de problèmes, notamment avec Serge Letchimy. C'est vous montrer, comme je dis, j'ai l'habitude des combats. Bon, il n'y a pas de problème concernant ça. Mais le parti En Marche, je vais vous dire, je suis très attaché. Vous avez dit tout à l'heure aux procédures, mais je suis très attaché à une certaine honnêteté morale. Lorsqu'un parti me dit je suis ni de gauche ni de droite, je me pose beaucoup de questions. J'ai connu, à travers le vécu de mon défunt père qui était ouvrier agricole, j'ai connu les affres à la fois de la condition ouvrière, à la fois de l'agriculture. Maintenant, l'agriculture, le métier d'ouvrier agricole est mécanisé, mais à l'époque où mon père avait des tâches qu'il faisait, ou parce qu'il était communiste, on lui donnait les tâches les plus difficiles. C'est un métier qui est difficile. C'est d'ailleurs l'une des raisons de mes combats. Donc, quand quelqu'un me dit que un parti, je ne suis ni de gauche ni de droite... Ça vous hérisse? Ah oui, je me pose beaucoup de questions. Parce que ça veut dire que vous êtes animé par simplement l'intérêt personnel et pas par une cause. Or, très jeune, j'ai toujours eu cette cause. Quand je pense, j'étais au lycée, je ressasse l'affaire Girard Nouvet, un certain nombre, le JAM, un certain nombre d'affaires, les 16 de Basse-Pointe. Je me dis que quelqu'un, aujourd'hui, ne peut pas me dire je ne suis ni de gauche ni de droite. Quand on connaît la souffrance des ouvriers, quand on connaît tout ce que Césaire a fait par rapport à la départementalisation, je me dis, mais il y a un problème. Et je refuse d'entrer dans ce... Moi, je suis une femme de gauche, point. Très bien. Madame le maire, nous arrivons à la fin de cette émission. Nous avons abordé un maximum de sujets et pour la première fois dans cette émission, vous avez tenu vos promesses d'absence de langue de bois jusqu'à la fin. À part une petite virgule, mais bon... c'est vite passé, l'émission. Finalement. On arrive à un petit moment de culture, comme vous avez peut-être vu dans les émissions précédentes. Donc je passe la parole à Mike sur probablement la une déjà d'Antilla. Absolument, un mot, c'est un des nombreux sujets malheureusement dont on n'a pas pu parler. La une d'Antilla, notamment une interview du coprésident du dernier parti politique créé, en date en tout cas, en Martinique, qui est le parti PIA, lancé au mois de février dernier, si je ne m'abuse. Donc une interview à retrouver dans les colonnes du journal Antilla. Très bien. Alors, moi, je suis préposé, entre autres, à des mini-chroniques de livres. Alors, pour vous faire plaisir, non, je m'étais promis d'en parler, on en a déjà parlé dans cette émission, les écrits politiques d'Aimé Césaire, qui sont grand boulot de notre ami Monsieur de Lépine. Édouard de Lépine. Édouard de Lépine. Il y a des Martiniquais qui disent on ne comprend strictement rien à la poésie d'Aimé Césaire. Alors pour ceux-là qui, à mon avis, font pas d'efforts particuliers, je les invite à aller lire, par contre, les écrits politiques qui sont d'une fluidité et d'un impact fantastique sur la lecture qu'on peut avoir aujourd'hui de la politique telle qu'on la voit à la télévision et à la radio, et qui vous fait sourire régulièrement. Et puis, je suis condamné à parler de policiers, de romans policiers. Donc,
un classique parmi les classiques, Le Poète de Michael Connelly. Ça, enfin, je ne dis rien. Je sais que chaque semaine, ils se précipitent dans les librairies, ils achètent les bouquins sans réfléchir. Ça, c'est un des meilleurs thrillers sur notamment les serial killers. Et c'est écrit de manière remarquable. Voilà. Madame le maire, félicitations pour votre réélection. Je le répète pour ceux qui arrivent à la fin de l'émission. Ça arrive vraiment tard. Et puis... mieux tard que jamais. Décidément. Ouais. Est-ce que vous serez des futurs combats à la CTM? L'élection, c'est dans moins de 2 ans maintenant. Monsieur Marajou, je savais que vous me détestiez, mais pas à ce point. Quelle belle conclusion d'émission. Je suis très bien à Basse-Pointe et je crois qu'il y a d'autres personnes. Il faut éviter parce qu'on va papillonner. Il y a d'autres personnes qui ont beaucoup plus de compétences que moi, beaucoup de maturité surtout, pour diriger la CTM. Parce que je vous assure, je suis convaincue que c'est quand même quelque chose de très lourd. Est-ce que vous apportez ou apporterez votre soutien à une éventuelle candidature de Serge Letchimy? Alors, la question ne se pose même pas. C'est un devoir, c'est une obligation. Qu'il y aille ou que vous le souteniez? Que je le soutienne, quelle que soit la décision qu'il prendra. Très bien. Et vous avez des confidences à nous faire en la matière? Vous avez envie qu'il y aille? Vous avez envie que ce soit lui? La tête de liste, la figure de proue? Très certainement. Je pense que c'est un visionnaire qui a beaucoup d'idées, qui aime déjà beaucoup la Martinique et qui a beaucoup d'idées justement par rapport à cet amour, cet attachement à la Martinique pour la faire progresser, la faire avancer. Très bien. En tout cas, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je sais que ça a été long, mais on vous a capturé et merci d'être venu. Merci Mike. Merci Eddie. De votre soutien et merci à votre fidélité. À la semaine prochaine. Merci beaucoup.